Donc la décroissance, c'est ça, si vous voulez, c'est un nouveau contrat social un peu, un nouveau modèle de société, où pour les pays, encore une fois, pour les pays qui sont aisés, etc., c'est-à-dire que tout le monde n'a pas à décroître, mais pour un pays comme la France, typiquement, ça va être ce choix volontaire de faire baisser notre production et notre consommation, surtout économique, en préservant l'environnement, en partageant la richesse, et en proposant un nouveau rapport au bonheur, et aussi un nouveau rapport au travail. Enfin, le modèle d'avant, je vous le dis, on va dans le mur. Donc, c'est essayer d'inventer ce nouveau modèle-là, qui sera à la fois, qui nous permettrait de rester sur Terre, ce qui est cool, et puis de vivre mieux. Bonjour, je suis hyper content de vous retrouver après cette pause estivale pour ce nouvel épisode du podcast Désirable, donc podcast audio et vidéo. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à commenter, liker et même noter. C'est un petit truc, mais j'avoue que nous, ça nous aide pas mal. Le principe du podcast n'a pas changé pendant la pause estivale. On teste toujours la pertinence d'idées, de solutions pour une société plus désirable, parce que c'est mon point de vue, vu le contexte actuel, je pense qu'on a besoin d'installer, d'insuffler de nouvelles idées dans le débat public. L'idée dont on va parler, elle est, pour être honnête, plutôt bien implantée dans le débat public. Il y a eu pas mal de débats télévisés assez manichéens, il faut le dire, d'articles sur ce sujet. Pour certains, c'est vrai, cette idée est synonyme de pauvreté, de retour à l'âge de pierre, alors que pour d'autres, elle est une réponse à plein de crises, et notamment à la crise environnementale. Vous l'avez peut-être compris. On va parler de la décroissance. Gabriel Malek, bonjour. Je ne vais pas garder le secret plus longtemps. Vous appartenez plutôt à la deuxième catégorie. On peut le dire, je ne m'en cache pas. Et merci beaucoup Théo pour l'invitation. Merci d'être ici. Je vais vous présenter. Vous avez plusieurs casquettes. Je vais essayer de pas en oublier. Mais vous avez déjà cofondé l'association qui s'appelle Alter Capitae. Il y a combien de temps ? C'est il y a 4 ans maintenant. C'était il y a 4 ans, qui défend un modèle de société basé sur l'idée de décroissance prospère. Donc on est bien dans le sujet. Vous êtes l'auteur du livre Les Sensei de la décroissance, sujet assez original sur l'imaginaire de la décroissance dans les mangas. On va peut-être y revenir au cours de cet entretien. Et vous êtes un prêcheur de la bonne parole sur le réseau social LinkedIn, qui est pourtant pas franchement acquis à la cause de la décroissance. Ça décoiffe un peu la décroissance sur LinkedIn, mais ça fait du bien aux gens d'en entendre parler, je pense. Je pense que c'est bien d'ouvrir le débat sur ce genre de réseau. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la notion de croissance structure nos sociétés. On estime qu'un pays qui connaît la croissance est finalement un pays qui se porte bien. Et chaque année, on attend impatiemment la révélation de l'INSEE sur la croissance annuelle. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça s'est construit progressivement. Comment est née cette idée de croissance et comment nos sociétés sont finalement mises à poursuivre un peu aveuglement ce but ? Déjà, tu as raison de rappeler qu'il y a un côté presque religieux. On va attendre ce résultat de la croissance, qui est de fait théorisé par l'économie, mais ce n'est pas une source très exacte. Et donc, comment nos sociétés ont commencé à aller vers là ? Je dirais qu'il y a 2 choses. Déjà, il y a la mise en place un peu du capitalisme de marché, plutôt au 19e siècle, où là, en fait, il y a un changement qui est assez énorme, en fait, dans la façon dont se déroulent les relations humaines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un auteur qui s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit un bouquin qui est sorti, je crois, en 1943, où il se dit, bon, d'accord, en fait, au 19e siècle, il y a eu, tu vois, les innovations, les marchés, les bourses qui se lancent, etc. Et ça, qu'est-ce que cette nouvelle économie a changé dans les relations humaines ? Il se pose cette question. Et en fait, dans son bouquin, il explique qu'il y avait beaucoup de relations qui préexistaient, en fait, à cette société capitaliste, qui étaient les relations de charité, voilà. Les relations de réciprocité, par exemple. Vous avez 2 familles de paysans
et ils n'ont pas assez des bras de leur famille pour faire la récolte, eh bien, une première semaine, ça va être les deux familles qui vont faire le champ A, puis l'autre semaine, le champ B. Donc ça, c'est plein de relations qui existaient entre humains et qui étaient très dans la solidarité. Et à partir de ce moment-là, du 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la marchandisation de la vie humaine, c'est-à-dire qu'en fait, pour exister aux yeux du marché, ce qui va se passer, c'est que les relations humaines vont devoir être tarifées, il va y avoir une transaction. Et là-dessus, le fait de payer, etc., pour tous les services, finalement, va changer beaucoup la société. Et en fait, le marché le fait en permanence pour faire entrer des choses dans le domaine marchand. C'est ça, la sphère marchande est progressivement devenue de plus en plus importante. Et c'est une forme de croissance, c'est ça? Voilà, en tout cas, ça permet d'alimenter la croissance. Parce que si vous voulez, le fait, par exemple, que vous occupiez de votre enfant après l'école et vous allez faire ses devoirs, la croissance, on n'a rien à foutre, c'est pas reconnu. Par contre, le fait, si vous, par exemple, vous lancez une pierre dans une vitre et que vous la faites réparer, là, il y a de la croissance. Donc déjà, je dirais, en toile de fond, il y a cette marchandisation qui est très, je pense, critiquable, parce qu'en fait, elle a changé beaucoup de choses dans la société. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus de solidarité entre les gens, etc. Et là, on les a plus séparés pour faire des individus qui sont en concurrence. Donc ça, je dirais que c'est ce côté capitaliste, c'est la première pierre de la croissance, parce que le capitalisme a besoin de croissance. Et après, d'un point de vue plus technique, il y a l'invention du PIB. Donc dans les années 1930. Exactement, c'est ça. C'est dans les années 30 où en fait, il y avait la crise aux États-Unis, donc la crise de 29, où il y a un effondrement économique total, très grand, beaucoup de chômage. Et le gouvernement américain met de la thune dans l'économie, mais il a du mal à savoir si ça crée de l'emploi, il a du mal à savoir ce que ça fait. Et donc, il demande à un statisticien qui s'appelle Kuznets, d'inventer un indicateur qui lui permettra de savoir, OK, si moi, gouvernement, si moi, État, je mets l'argent dans l'économie, qu'est-ce que ça crée comme croissance? Et donc, le PIB est créé à ce moment-là, et il faut dire, a été utile dans les années 30 pour relancer, sauf que le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne prend pas en compte les enjeux sociaux ni environnementaux, qui a servi dans ce contexte historique précis, mais qui aujourd'hui n'a plus aucun sens, et on continue, comme tu l'as très bien dit, à l'utiliser pour être l'indicateur phare de nos sociétés. D'ailleurs, même son créateur, Kuznets, disait que ça ne devait pas être l'alpha et l'oméga et mettait des limites à cet outil quand il l'a créé. Carrément, et ça n'a pas été très écouté, mais tu as raison, de fait, il a dit ça. La croissance de la production et de la consommation, parce que c'est ça, la croissance est progressivement vue comme quelque chose qui est le remède à tout. Ça permet de réduire, de sortir, d'éradiquer la pauvreté, ça permet de conduire au plein emploi, ça permettrait même le maintien de la démocratie. On a pensé tout ça. Pourquoi on a pensé tout ça ? C'est une bonne question. Et là, je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. Mais en fait, je pense qu'on a fait une énorme confusion entre croissance et prospérité. Donc la prospérité, c'est quoi ? Il y a un peu deux définitions, mais c'est le côté être prospère, c'est, entre guillemets, accumuler des biens. Il y a un côté un peu matérialiste, quand même, qui est le fait d'avoir ses besoins vitaux comblés. Et puis, il y a aussi quand même un côté dans la prospérité qui est plus métaphysique, qui est, c'est quoi l'image que je fais de moi-même ? Est-ce que je suis utile à la société ? C'est quoi mes rêves ? C'est quoi mes projections pour le futur ? Mes projets perso, mes projets pro, tout ça. Et le problème, en fait, c'est que cette croissance nous a enfermés dans une vision de la prospérité qui est très matérialiste. C'est-à-dire que ça paraît assez fou, mais pour les gens, et c'est malheureusement mon cas, qui ont fait un peu d'économie pendant leurs études, la théorie économique sur le bonheur, c'est assez fou. En gros, pour les économistes, le bonheur, c'est vous prenez le PIB d'un pays, vous le divisez par le nombre d'habitants, et là, vous avez le PIB par habitant, et ça, en fait, ce serait le niveau de bonheur. Alors qu'on voit, il y a pas mal d'études qui montrent qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre PIB et bonheur. Donc on peut déjà le remettre en cause, ça. Carrément, et d'ailleurs ça a été remis en cause par un économiste qui s'appelle Easterling, qui a prouvé un paradoxe qui est hyper intéressant, et je cite souvent, parce que quand on parle de décroissance, les gens disent « Ah là là, on va être malheureux, etc. » Et justement, je casse cette idée en disant ce qu'a montré Easterling, cet économiste-là, c'est qu'en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une corrélation entre la croissance et le bonheur déclaré par les individus au début. C'est-à-dire un pays qui va être très peu développé. Au début, quand il y aura de la croissance du PIB, ça va permettre, de répondre aux besoins fondamentaux, bien se nourrir, bien se loger, se déplacer, etc. Et là, c'est vrai, il y a une corrélation. Sauf qu'à partir d'un certain moment, la croissance va continuer, mais pour autant, le bonheur des individus va stagner, voire décroître. Okay. Et en fait, là, ça invalide tout le truc. Et en fait, il montre que cette croissance supplémentaire, finalement, va servir à enrichir surtout des très grosses fortunes, va créer beaucoup de pollution, beaucoup de surconsommation, beaucoup de bêtises inutiles, et va absolument pas améliorer le bonheur des individus. Et ça, c'est quelque chose, quand j'en parle, qui marche pas mal, même avec les gens sceptiques sur la décroissance, parce que les gens, y compris les gens, entre guillemets, ancrés, très business, se rendent bien compte
qu'on est dans un monde quand même, voilà, je pense que nos auditeurs aussi peuvent s'en rendre compte, mais on est dans un monde de sursollicitation, on a toujours trop de produits, voilà, et que finalement, cette surcroissance ne rend pas forcément heureux. Est-ce qu'on peut donc, d'après ce que vous disiez, est-ce qu'on peut se dire quand même que la croissance a servi à quelque chose au cours du XXe siècle, a eu finalement quelques vertus? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors c'est compliqué à dire. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est dans la période des 30 Glorieuses en France, ça a permis une élévation du niveau de vie de la population assez substantielle, c'est vrai. Donc on peut dire qu'en Occident, la croissance capitaliste a en effet permis une augmentation du niveau de vie. Après, je ne serais pas aussi positif. Pourquoi? Parce que en fait, notre croissance à nous, dans les pays occidentaux riches, etc., est quand même basée sur l'exploitation d'autres pays. Voilà, ça je pense que je ne l'apprends à personne. Mais pourquoi vous pouvez avoir des t-shirts à 5 euros? Pourquoi on peut avoir des portables comme ça, ouais, avec qui des valent pas grand-chose? Et ben, c'est parce qu'en fait, il y a, voilà, enfin, au Congo, il y a des enfants qui travaillent dans les mines de cobalt pour 3 francs 6 sous. Un coût de la main-d'œuvre faible, c'est ça? Bah ouais, dans d'autres c'est-à-dire qu'on pays. exploite des populations comme ça, en Asie du Sud-Est pour les vêtements. Donc déjà, en fait, on fait travailler ces gens dans des conditions horribles pour, en fait, enfin, en gros, que les multinationales se fassent une marge quand elles nous revendent à nous des choses très peu chères. Et puis en plus de ça, je veux dire, il y a beaucoup d'exploitation, par exemple, minière dans ces pays-là. Et donc finalement, il y a beaucoup de pollution environnementale. Et en fait, si vous voulez, l'Occident, par exemple la France, a exporté à l'extérieur ces activités polluantes, a exporté à l'extérieur cette exploitation. Voilà, parce que nous, c'était le nord de la France à la fin du 19e. Hein. C'est pour les gens qui ont lu un peu Zola, etc. Donc nous, on a un peu transféré ça là-bas. Donc oui, notre croissance à nous, elle est dans les 30 Glorieuses, elle a plutôt aidé, c'est vrai. Mais il ne faut jamais oublier sur quoi elle est basée. Aux dépens d'autres personnes qui ne sont pas en France. On va essayer de voir comment progressivement cette idée de décroissance s'est ancrée et est devenue quelque chose de concret. Et là, je pense qu'il faut aller dans les années 70. On sait, enfin certaines personnes, pas tout le monde hein, à l'époque, mais certaines personnes se sont rendues compte que le pouvoir de la croissance était finalement peut-être plus limité que ce que l'on pensait et que cette croissance était peut-être même nocive. Il y a eu en 1972, c'est assez important de le mentionner, le rapport Meadows, désolé pour mon accent, mon accent n'est très pas mauvais, mieux, donc je vais pas essayer de faire mieux. mais en gros qui pointe, pour le faire court, l'impossibilité d'une croissance infinie avec des ressources finies. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi prend-on conscience que la croissance n'est peut-être pas la solution magique? Bah, tu as raison, c'était pas trop posé. Enfin, il n'y avait pas eu tant de critiques de la croissance avant. Je pense que c'est pas mal issu de ce qu'on appelle la modernité, donc un peu le 16e siècle, etc., tous les inventeurs. Et l'idée finalement que, bon, bah, avec la science, avec les mathématiques, on peut comprendre le monde et on peut un peu le matérialiser un peu comme on veut. Sauf qu'au final, tu l'as dit, dans les années 70, il commence à y avoir un peu des alertes environnementales. Et donc en 72, tu as une asso qui s'appelle le Club de Rome, qui en gros, ça réunit des industriels, des militants, des ambassadeurs, qui se posent cette question que pas grand monde se pose et que tu as très bien formulée, qui est est-ce qu'on peut avoir finalement cette croissance infinie du PIB dans un monde qui est mine de rien fini? Voilà. Et donc ils filent ça à des ingénieurs du MIT. Donc on ne peut pas faire de procès en militantisme, hein, je veux dire, c'est des ingénieurs. Et ils prennent 5 variables hyper importantes. Ils prennent la population, ils prennent la productivité alimentaire, donc combien de calories de bouffe je peux produire par hectare. Ils prennent le taux d'industrialisation. Ils prennent le taux de pollution et ils prennent le taux de ressources naturelles non renouvelables, donc par exemple le pétrole, par exemple le cuivre, etc. Et donc ils font des projections sur 100 ans, plein de projections différentes. Tu vois, ils font une projection, on arrive à augmenter la productivité alimentaire à donf. Ils font une projection, on contrôle le taux de pollution. Ils font une projection, les ressources naturelles non renouvelables, on en a illimité. Et dans tous les cas, en cas de croissance infinie du PIB, enfin une croissance qui continue. Vous aviez un effondrement très brutal de la population entre 2050 et 2100, quel que soit le scénario. D'accord. Et ce qui est assez effrayant, c'est qu'à l'époque, pas grand monde... ça a été très bien vendu d'ailleurs à l'époque, mais les politiques ne l'ont pas appliqué du tout. Et il y a Cambridge qui a refait l'étude en 2023 en reprenant le truc du rapport Meadows et en prenant du coup, empiriquement les données depuis 72 à aujourd'hui. Et pour rassurer nos auditeurs, du coup, les courbes suivaient à peu près celle du rapport Meadows. Donc en fait, ce qui a été dit en 1972, c'est toujours valable ouais. aujourd'hui. C'est ça.
Ok. Et on continue de foncer joyeusement. Et on continue de foncer joyeusement. Certains, il y a quand même des gens qui croient encore à l'idée de croissance durable, croissance verte, en disant en gros qu'il serait possible de continuer de croître en émettant de moins en moins de CO2. On parle de découplage. D'ailleurs, il me semble que la France a commencé à découpler, qu'il y a quelques pays qui ont commencé à réaliser, à connaître ce découplage. Pourquoi c'est illusoire de penser ça, selon vous ? Alors, c'est une super question parce qu'en effet, c'est pas que quelques gens, c'est la majorité de nos politiques. C'est le discours ultra dominant, c'est le discours de la croissance verte. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est pas possible, mais avant ça, pourquoi ils le poussent autant, alors même que certains savent réfléchir quand même, ont peut-être lu quelques rapports, donc savent que c'est complètement une illusion. C'est parce qu'en fait, on est coincé par un modèle économique capitaliste qui a besoin de cette croissance. C'est inentendable qu'il n'y ait pas de croissance. Tout est basé là-dessus. Le chiffre des grosses boîtes, l'État a malheureusement axé la retraite, les dépenses, tout est sur la croissance. Donc on est obligé de continuer là-dedans. Sauf que d'un point de vue environnemental, tu l'as dit, c'est quelque chose qui est illusoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 9 limites planétaires. Alors, qu'est-ce que c'est une limite planétaire ? C'est un seuil, si on le dépasse, les conditions de vie des humains sur Terre deviennent très difficiles, voire impossibles. Voilà, ça ne veut pas dire que la Terre va disparaître, la Terre, elle s'en sortira très bien, hein, mais les humains ne pourront plus vivre dessus, ce qui est un peu un problème pour nous. Et donc, il y a 9 lignes planétaires. Donc, on parle quasiment tout le temps d'une seule ligne planétaire, qui est celle du climat, qui est hyper importante, mais qui n'est qu'une des limites. C'est-à-dire que vous avez le climat, donc le dérèglement climatique, vous avez la biodiversité, vous avez la question des sols, vous avez la question de l'eau, vous avez la question des pollutions chimiques. Et les pollutions chimiques, ce n'est pas une ligne planétaire qui a une masse à faire. Hein. C'est les PFAS, c'est tous les microplastiques qui nous empoisonnent. Bon. Et donc, si vous voulez, le postulat de la croissance verte, c'est quoi ? C'est qu'on puisse continuer à croître tout en baissant les pressions environnementales sur les 9 limites planétaires. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a 7 limites planétaires sur 9 dépassées. Je ne sais pas si on se rend compte du... Il y en a une 7e qui vient d'être franchie hier ou avant-hier, hier ou avant-hier, au moment où on enregistre ce podcast, bien sûr. Il y a une 7e limite planétaire qui vient d'être franchie. Voilà, c'est ça. En fait, il faut se rendre compte de la folie des dirigeants de cette manière, parce qu'on a 7 limites planétaires, et chacune suffirait à nous foutre dehors, hein, qui sont dépassées. Et si on prend celle du climat, du coup, donc le climat, c'est celle où les gouvernements mettent beaucoup d'énergie, où les entreprises mettent beaucoup d'énergie. Alors pourquoi ils le font ? Je ne pense pas par amour de l'environnement, hein. C'est parce que c'est devenu un marché aussi. Ça veut dire que ça rapporte de l'argent de s'occuper du carbone et tout. Donc ça intéresse les entreprises. Et en fait, sur celle du carbone, on n'a jamais réussi à faire de découplage. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que au niveau du climat, la seule échelle qui compte, c'est l'échelle globale. Donc la question qu'on doit se poser, c'est alors depuis 30 ans qu'on essaye, est-ce qu'il y a une seule année où on a eu une croissance du PIB au niveau mondial et puis une baisse des pressions sur le climat ? Et c'est jamais arrivé. C'est-à-dire que moi, là où j'en veux beaucoup au gouvernement européen et français, c'est qu'on va nous balancer en effet des chiffres en disant « Regardez, on a fait un découplage ». Alors, en gros, où il y a un problème, alors ils parlent d'un découplage au niveau européen. Et en fait, du coup, ils te montrent qu'au niveau européen, on a eu une croissance et une baisse des gaz à effet de serre. Donc tu te dis « Banco, c'est top ». Sauf que le problème, c'est qu'ils oublient un tout petit paramètre dans l'équation. Les émissions importées ? Exactement. C'est ça, okay. Ils oublient les émissions importées. Ça veut dire qu'en vérité, évidemment, on a mis toutes les usines dégueulasses à l'autre bout du monde, toutes les mines, tout ça, on l'a mis à l'autre bout du monde. Donc le découplage est plus facile, finalement. Et bien sûr, parce qu'en fait, toutes les émissions sont émises là-bas, si vous voulez, sont émises dans ces pays-là, pas chez nous. Sauf que nous, quand on achète ce genre de conneries, je vous assure qu'on participe aux émissions importées. Donc, si vous voulez, cet argument-là de découplage à un endroit n'a aucun sens, c'est du marketing. Et donc, moi, ce qui me rend un peu fou, c'est que du coup, on a 7 lignes planétaires sur 9 dépassées. Une dans laquelle on met plein d'énergie qu'on n'a toujours pas réussi à régler. Donc, c'est complètement illusoire de penser qu'on arrivera à une croissance verte. Et pourtant, on continue de marteler ce discours-là, alors qu'il faudrait, et c'est ce que prône la décroissance, commencer à se poser la question de venez, on essaie un autre modèle, quoi. On a critiqué socialement la croissance, montré les critiques sociales de la croissance, montré les critiques environnementales, mais est-ce qu'on peut également proposer une critique un peu plus, je dirais, morale ou philosophique de la croissance ? Mais je pense qu'on peut en faire une, notamment sur le rapport des individus au monde. Donc tout à l'heure, on parlait de la prospérité. Et vraiment, l'idée que les gens seraient heureux en accumulant de plus en plus de biens est quelque chose d'assez... Enfin, c'est pas quelque chose de naturel, si vous voulez. C'est-à-dire que les décroissants parlent d'un concept que peut-être ça peut être intéressant de le retenir, qui s'appelle la colonisation des imaginaires. Et en fait, qu'est-ce que c'est la colonisation des imaginaires ? C'est le fait que depuis des décennies, avec les gros films américains, avec la publicité, on se tape quand même des milliers de messages publicitaires par jour. Tout ça, on a vendu aux gens une vision du bonheur qui était le fait de consommer,
le fait de travailler dur pour posséder plus que l'année dernière, pour posséder plus que son voisin, etc. Et ça, si vous voulez, c'est une vision du bonheur qui est en fait très limitante et qui réduit les individus à des consommateurs. Alors moi, je suis persuadé que les individus sont plus que des consommateurs et que pour s'épanouir, les individus ont aussi besoin de convivialité, d'avoir de longues vacances, d'avoir du temps avec leurs amis, etc. Et donc c'est là où il y a une critique morale je trouve, de la croissance, et que la croissance, en fait, le problème, et ça c'est Bourdieu, donc le fameux sociologue qui en parle, il dit que la croissance a changé quelque chose de très profond chez nos politiques, et il a parlé d'un terme qui s'appelle l'économicisme, où il dit en fait, et ça je pense que pas mal de gens peuvent le voir, depuis les années 80, on vote en France, alors bon, on a soit la gauche molle, soit la droite, et à chaque fois, c'est plus ou moins la même politique qui est appliquée, donc une politique un peu où on rogne les acquis sociaux, on privilégie les entreprises, on privilégie le marché, blablabla. Et ça, pourquoi on le fait ? Eh bien parce qu'en fait, et c'est ce que raconte Bourdieu avec l'économicisme, c'est qu'en fait, ces politiciens deviennent un peu des prestataires de services pour la croissance. C'est-à-dire ce qu'ils vont se demander, c'est bon, est-ce que j'aurai une bonne croissance à la fin de mon mandat ? Est-ce que je vais pouvoir attirer des investisseurs, etc. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est pas des questions. Enfin, le politique devrait plutôt se demander comment je fais pour avoir une plus grande égalité sociale entre les gens, comment je fais pour préserver les sols de mon territoire, comment je fais pour que les gens aient plus accès à la culture, etc. Ça, c'est des questions qui... Et donc, si vous voulez, le fait que l'économique ait bouffé un peu le politique et est devenu un peu l'alpha et l'oméga, ça, c'est le changement vraiment problématique dont parle un peu Polanyi, qui est en fait, avant, tu avais la société et l'économie au milieu, c'est-à-dire que l'économie était au service des besoins sociaux, voilà. Et aujourd'hui, c'est fou, mais c'est devenu l'inverse, c'est-à-dire que l'économie a bouffé un peu la société, et donc la société se met au service de l'économie. Et c'est là où, moralement, il y a un énorme problème. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que cette idée que les individus, dans leur imaginaire, ont intégré cette idée de croissance, cet objectif de croissance. C'est assez effrayant de voir la chose c'est effrayant, comme ça. Et on peut le voir sur des trucs, par exemple sur l'héritage. Il y avait une mesure qui avait été proposée, je crois, par Piketty, qui était taxée au-dessus de 2 millions d'euros d'héritage personnel. Ça veut dire au-dessus de 2 millions d'euros d'héritage personnel. Ça ne concerne pas énormément de personnes. Ça ne concerne pas grand monde. Eh bien, l'État prend tout, au-dessus de 2 millions. Ce qui paraît, bon, ça va, avec 2 millions, tu t'en sors, hein, normalement. Et en fait, c'est fou, mais il y a des sondages qui ont été faits, et pas la grande, en tout cas, une bonne majorité des gens étaient contre. Oui, sujet sensible, l'héritage. Ils étaient contre. Et en fait, tu te dis, mais attendez, mais la majorité, 99,9% n'atteindront jamais ce seuil de richesse. Et en fait, ils se sont penchés un peu sur ces trucs-là et ils se sont rendus compte que le problème, c'était pas tant... le problème, c'est qu'en fait, tu cassais leurs rêves. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont tellement été nourris à l'imaginaire capitaliste, aux pubs, aux grosses voitures, voilà, qui se disent, si moi, un jour, j'y arrive, je ne sais pas trop comment, par le loto, par l'auto-entrepreneuriat, parce qu'ils ont une idée de génie, j'en sais rien. Si moi, un jour, j'arrive aux 2 millions, de quel droit l'État viendra me prendre mon travail ? Et là, c'est fou, parce que tu te dis, la colonisation des imaginaires est arrivée à un tel point que vous avez une majorité de la population qui défendent contre leurs propres intérêts, à l'intérêt des plus riches, parce que pour terminer, l'idée de Piketty, c'était on taxe au-dessus de 2 millions d'euros d'héritage personnel, et ça fait un héritage universel à 120 000 euros à tous les gens, à leur majorité. Oui, ce qui servirait plutôt à une grande partie de la population. Bah ouais, je sais pas si on se rend compte de la... Parce que souvent on dit « Ah, il n'y a pas assez d'argent, il faut créer de l'argent pour en partager ». Là, c'est pas mal quand même, ouais. Tu vois, en termes de répartition. C'est un peu comme, là, on est en plein débat autour de la taxe Zuckman, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne seraient pas forcément concernés par cette mesure, mais qui sont contre en se disant, peut-être potentiellement, un jour, elle me touchera, je serai concerné. Donc, ce qui marche pour l'individu peut marcher aussi pour le consommateur, peut marcher également pour l'entrepreneur. Je propose qu'on passe à cette idée de décroissance maintenant. Ouais. On a bien compris les diverses critiques qu'on pouvait faire à la croissance. Première question, hyper simple, hyper basique, mais c'est quoi la décroissance ? Quand on parle de décroissance, on parle de quoi ? Alors, avant de le définir, je vais faire une dissociation qui est importante à faire parce que les gens confondent tout le temps la décroissance avec ça. La décroissance n'est pas la même chose que la récession. Que la récession. Et ça, il faut vraiment l'expliquer aux gens parce que les gens confondent tout le temps. La récession, c'est quoi ? La récession, c'est une baisse de PIB qui est subie. Ça veut dire là, nous, si l'année prochaine, on se tape à moins 2%, ce sera une récession. Typiquement le Covid. Période Covid, c'était une récession. Exactement. Parce qu'en fait, là, vous avez une baisse du PIB qui n'est pas prévue, qui est subie, et du coup, ça se traduit par de la casse sociale, du chômage, de la pauvreté, etc. La décroissance, la première chose à comprendre, c'est que c'est choisi. Et donc, si on donne une définition, la décroissance, c'est une réduction donc choisie et planifiée de la production économique
Ça, c'est la première chose. Donc, c'est baisser, si vous voulez, notre empreinte écologique dans un souci, du coup, de partage des richesses plus égal, d'exigence démocratique. Ça veut dire que cette planification, c'est un truc qui va se faire avec 4 experts à Bruxelles. C'est quelque chose qui va être fait au niveau des territoires. Dans un souci, justement, de proposer une nouvelle prospérité aux humains, qui ne soit pas seulement une accumulation matérielle, qui, on l'a vu, est quand même assez limitée, mais plutôt tournée vers l'épanouissement, la convivialité et un nouvel équilibre avec le vivant. Donc la décroissance, c'est ça, si vous voulez. C'est un nouveau contrat social, un peu, un nouveau modèle de société, où pour les pays, encore une fois, pour les pays qui sont aisés, etc., c'est-à-dire que tout le monde n'a pas à décroître, mais pour un pays comme la France, typiquement, ça va être ce choix volontaire de faire baisser notre production et notre consommation, surtout, économique, en préservant l'environnement, en partageant la richesse, et en proposant un nouveau rapport au bonheur, et aussi un nouveau rapport au travail. Et donc, je dirais que c'est un petit peu ça, la décroissance, et c'est un modèle, c'est ça qui est assez excitant, je trouve. Enfin, le modèle d'avant, je vous le dis, on va dans le mur. Donc, c'est essayer d'inventer ce nouveau modèle-là, qui sera à la fois, qui nous permettrait de rester sur Terre, ce qui est cool, et puis de vivre mieux. Voilà. Donc c'est plus, si je comprends bien, que simplement dire on réduit de 20% le PIB. C'est plus que ça, que simplement une réduction du PIB. C'est ça, c'est beaucoup plus que ça, et c'est beaucoup plus subtil surtout. Ça veut dire que, typiquement, en fait, la décroissance, du coup, fondamentalement, qu'est-ce qu'elle dit, la décroissance par rapport à la croissance? Elle dit, on a des ressources limitées sur Terre. C'est ça vraiment la grande différence. Dans les modèles économiques de croissance, c'est illimité. Voilà, ces ressources sont limitées. Voilà. Alors que la décroissance dit, OK, les ressources sont limitées. Donc, on va se poser la question de l'utilité. Qu'est-ce qui est utile? Ces ressources, elles sont limitées. Je les mets dans quoi prioritairement? Et ça, c'est une question, et c'est pour ça que moi, en tant que décroissant, je pousse beaucoup pour le municipalisme. Ça veut dire le fait qu'en fait, pas mal de décisions économiques soient prises au niveau des territoires, au niveau des villes, et non pas au niveau de l'État. Et en gros, l'idée, ça va être de se dire, qu'est-ce qui est utile pour nous? Et ça se trouve, ce qui est utile, ce qui est vu comme utile par les gens en Bretagne, c'est pas la même chose que ce qui est vu comme utile par les gens dans le Sud-Ouest, peut-être pas. Et donc, on laissera ces territoires choisir. Et voilà, dans ces territoires, ça se trouve, ils vont se dire, bon, nous, on veut une croissance et de l'agriculture biologique, on veut une croissance de la couverture santé. Donc, il y a même des secteurs qui vont croître en décroissance. Par contre, ils vont peut-être dire, bon, le fait de pouvoir acheter un nouvel iPhone chaque année avec une nouvelle fonction un peu inutile, ça peut-être qu'on peut s'en passer. Le fait de foutre plein de pesticides dans les sols pour produire trop et jeter une partie de la bouffe qu'on consomme, peut-être qu'on peut s'en passer. J'en sais rien, moi, les cosmétiques, peut-être qu'on peut s'en passer. Voilà. Et donc la décroissance pose une vraie question qui est l'utilité. Et je trouve, moi, ça qui est un peu merveilleux, et c'est ça que j'essaie de vendre aux gens qui critiquent, là, quand je parle de décroissance et d'utilité, on me dit, oh là là, c'est le soviétisme et tout. Je leur dis absolument pas. Je leur dis, le soviétisme, c'est plutôt le monde actuel. C'est un monde dans lequel toutes les grosses compagnies sont contrôlées par, en fait, leur actionnariat, c'est des gros fonds de pension aux États-Unis qui regardent des courbes de croissance. Une fois, je me souviens, j'avais discuté avec le mec qui s'occupait d'une grosse fédération agricole. Et je lui disais, bah tiens, on pourrait se dire que c'est utile, quand même, l'agriculture, et donc de proposer des salaires décents aux agriculteurs. Voilà. Et il m'a dit, mais Coco, t'es arrivé, le salaire, en gros, le prix est fixé par la bourse de Chicago. Et donc, c'est pas nous, petits Français, qui allons. Donc, si vous voulez, le modèle de croissance est vraiment un modèle où les humains en France ont très peu de pouvoir. Et la décroissance, je trouve, en leur disant, on va reterritorialiser l'économie, on va reterritorialiser les décisions, on va vous demander à vous, non pas au marché, qu'est-ce qui vous semble utile. Je trouve que c'est ça porte de la démocratie. Ouais, moi je trouve ça cool. Mais du coup, la décroissance, c'est une étape pour arriver vers... on parle d'économie stationnaire, c'est ça? Donc la décroissance, ce serait peut-être une étape pour arriver vers un état stationnaire? C'est ça. En fait, la décroissance, c'est un peu le chemin pour un peu se désintoxiquer de ce système-là, donc reprendre des bonnes habitudes, voilà, arrêter de produire plein de trucs inutiles, avoir plus de temps pour soi, etc. Mais en effet, l'idée, c'est pas de décroître, voilà, l'idée, c'est pas de passer de là et d'aller jusqu'en bas, quoi. Donc, c'est décroître pour redevenir juste soutenable, pour faire en sorte que notre espèce puisse continuer à perdurer sur Terre. Et ensuite, en fait, on arrive dans une économie, en fait, qu'on appelle en effet de la post-croissance, qui a l'idée de dire, bon, bah, OK, on a décru. Maintenant, il faut qu'on ait une économie avec des nouveaux indicateurs. Donc le PIB, là, on va le virer. Et à la place, on va se demander, bon, par exemple, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les indicateurs dits de résilience. Donc pour un territoire, voilà, est-ce que je peux produire ma nourriture sur le territoire? Est-ce que socialement, je suis bien couvert en termes de santé? C'est ça qui m'intéresse. Et c'est une économie, tu l'as dit, qui est une économie plutôt stationnaire, donc qui est théorisée par un gars qui s'appelle Herman Daly notamment. Et en gros, cette économie stationnaire, c'est une économie... Alors, on n'a jamais une économie qui est toute plate. Oui, il y aura des hauts, des bas, voilà. C'est ça. Mais ce qu'on a à cette économie, c'est de rester dans un truc qu'on appelle le donut, qui est une sorte de... C'est comme les gâteaux, quoi. Et le donut, vous avez le bord extérieur du donut, ce sont les lignes planétaires. Donc ça, en gros, il ne faut pas le dépasser. Et si vous voulez, la France, nous, on est là. On est un peu trop dépassé. Et le bord intérieur, c'est ce qu'on appelle le plancher social. Donc, en fait,
tous les besoins fondamentaux, etc. Et ce qu'on veut pour notre économie future, c'est qu'elle soit en dessous des limites planétaires, pour qu'on soit soutenable, mais au-dessus du plancher social pour qu'on ait aussi une vie bonne. Et donc l'idée, en effet, c'est d'aller vers ce type d'économie. Et tu l'as dit, la décroissance, c'est un chemin. Et on en a déjà parlé de ce PIB, des problématiques autour de ce PIB. Et vous venez de parler de la nécessité de trouver d'autres indicateurs. Moi, je sais que quand j'étais en études, on parlait pas mal de l'IDH, indice de développement humain. J'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins. En tout cas, c'est mon impression. Est-ce qu'il y a des pistes d'indicateurs macro nationaux qui pourraient être pertinents pour mesurer le développement? Alors, IDH, ça rappelle les cours de oui, géo, ça a quelques années. Ouais. Celui-là est assez intéressant, mais c'est vrai que si je peux en citer un, je pense à ce que fait le Bhoutan, qui a mis en place ce qu'ils appellent l'indicateur de bonheur national brut. Et donc, au lieu de se poser la question en termes de PIB, ils se posent un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire ils se disent socialement, est-ce que c'est mieux? Écologiquement, est-ce que c'est mieux? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même une partie culturelle. Et là, c'est un peu lié à leur pays, voilà, parce qu'ils ont leur propre partie culturelle, etc. Ils vont se demander aussi si ça va bien de ce côté-là. Et donc, eux, ils vont mesurer en effet différemment la valeur. Donc, je dirais qu'il y a ce première idée d'indicateur macro. Et outre ça, pour moi, il faut aller vers des directives comme, alors je ne sais pas si on a le temps de rentrer dedans, mais comme la CSRD. Peut-être, maintenant qu'on l'a prononcé, peut-être en quelques mots, la CSRD. Alors, c'est une directive qui est au niveau européen, qui est d'ailleurs en train de se faire vraiment remettre en cause par les partis de droite et par les grosses entreprises qui n'ont aucun intérêt à mettre ça en place. Et en fait, c'est une directive qui demande aux entreprises de déclarer quel est leur impact social et environnemental. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que moi, j'ai même fait du conseil pour les dirigeants d'entreprise, donc plutôt des petites entreprises, sur la post-croissance, qui est nouveau pour eux. Enfin, c'est de leur expliquer vers quoi il faut aller et tout. Et le problème fondamental, en fait, c'est la comptabilité des entreprises. C'est que les entreprises ont une manière de compter l'argent. Alors moi, je n'ai pas fait de comptabilité pendant mes études, mais j'ai appris ce que c'est en les conseillant. Et en fait, c'est assez fou. C'est assez fou à se dire. Mais la comptabilité, en fait, c'est un truc qui n'est pas neutre du tout. C'est très politique, même si ça paraît très chiant, c'est très politique. Et en fait, il y a une nouvelle comptabilité qui est apparue au XVIe siècle, qu'on appelle la comptabilité en partie double, qui est toujours utilisée aujourd'hui et qui a vraiment, si vous voulez, c'est le péché originel. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a mis au passif ce qu'on appelle le capital financier. Donc au passif, ça veut dire que si toi Théo, tu veux fonder une boîte, tu vas aller à la banque, tu vas emprunter de la thune, et là tu auras une dette financière à rembourser. Voilà. C'est-à-dire que le but de l'entreprise, ça va être de créer de l'argent pour aller rembourser ta dette, et si possible de faire un petit surplus. Voilà. Et donc du coup, le capital financier, c'est une dette à rembourser. Voilà. Par contre, cette même comptabilité a mis, non pas au passif, mais dans l'actif, ce qu'on appelle les capitaux naturels, c'est-à-dire en gros les écosystèmes naturels, et puis les capitaux humains, c'est horrible comme mot, mais c'est nous, quoi, c'est les humains. Et du coup, c'est des ressources dans lesquelles on peut complètement, si tu veux, qu'on peut exploiter, il n'y a aucune dette. Et donc là, on est dans une économie où les mecs te font de la croissance pour faire croître le capital financier, mais au détriment du social et de l'environnemental. Et ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que même les dirigeants qui voulaient un peu se bouger le cul, quand ils voyaient ça, ils ne savent même pas quel est leur impact sur la biodiversité. Ils savent très bien quel est leur impact financier, ils ont 15 indicateurs, ils savent tout. Par contre, sur leur impact financier, écologique. Et on parle, c'est ça, d'impact extra financier. Et donc, il y a des propositions pour une nouvelle façon de comptabiliser qui mettrait à l'actif, c'est ça. J'espère qu'on n'est pas trop technique pour les personnes qui écoutent, regardent, mais on mettrait à l'actif ces écosystèmes, l'humain, etc. Voilà, on les mettrait plutôt au passif. Au passif, pardon. En gros, ce qu'il faut retenir pour les gens, c'est que aujourd'hui, on a une comptabilité qui est aveugle aux enjeux écologiques et sociaux et qui regarde que le financier. C'est-à-dire qu'une boîte, on peut dire ce qu'on veut malgré leur communication sympathique. Le but, notamment des grosses boîtes, c'est faire de la thune. Voilà, point. Et si ça veut dire faire défoncer, par exemple, pour Total en Ouganda, si c'est massacrer des réseaux naturels, faire passer son pipeline, il n'y a pas de souci. Si c'est faire travailler des enfants dans les mines, il n'y a pas de souci. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est même pas pris en compte. Et donc l'idée maintenant, c'est de faire une nouvelle comptabilité qu'on appelle avec ce nom un peu barbare de comptabilité en multi-capitaux, donc capitaux financiers et les autres, c'est de faire apparaître tout simplement ces enjeux socio-environnementaux. Et ça, si tu veux, c'est des choses à faire au niveau du coup d'une entreprise, mais en fait, c'est important de mettre en même temps une directive au niveau européen, parce que le problème, c'est les boîtes qui vont commencer à se bouger. Ça coûte de l'argent de savoir quel est ton impact sur la biodiversité. Il faut mesurer, faire appel à des scientifiques, ça coûte de la thune. Et donc les boîtes qui vont faire ça, dans un monde où si tu veux, la régulation n'appelle que aux financiers, ils vont se faire... ça va mal se passer dans la concurrence. Mais du coup, on a ouvert là un sujet, je pensais le garder pour plus tard, mais désolé. Allons-y. Est-ce que c'est possible d'imaginer
une entreprise décroissante finalement? Est-ce qu'il en existe déjà des entreprises décroissantes? Est-ce que c'est possible d'imaginer des entreprises décroissantes? Alors, il existe certains types d'entreprises, en effet. En fait, pour aller vers une entreprise décroissante, moi je dis souvent, il y a un peu 3 portes. Tu as une porte, on ne va pas retorturer nos auditeurs, qui est celle de la comptabilité, donc changer la manière dont on compte la valeur. Voilà. Deuxième porte, c'est celle du modèle économique. C'est-à-dire un modèle économique typiquement qui est basé sur le volume. Par exemple, Coca, son but, voilà, c'est ils mettent plein d'argent dans la pub pour vendre chaque année plus de canettes de Coca. Voilà, c'est leur objectif. Et donc eux, malheureusement, malgré tout le recyclage, blablabla, bon, dans tous les cas, ça pollue énormément. Donc l'idée, c'est dans le modèle économique de sortir d'un modèle économique de volume pour aller plutôt vers ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où le but, ça va pas être, si vous voulez, de vendre des produits et d'en vendre le plus possible, c'est de vendre des services. Par exemple, il y a des services de location qui se développent. Donc, au lieu d'acheter ta perceuse, on va louer sa perceuse pour quelques heures. Ça, c'est de la Voilà, économie de la fonctionnalité. Ça change tout en fait pour l'entreprise. L'autre exemple que je prends souvent, c'est vous connaissez, c'est les laveries automatiques. Voilà, imaginons toi, désolé Théo, je te reprends. Imaginons tu t'investis dans une laverie automatique, voilà, tu achètes la laverie automatique, tu achètes des machines à laver, et les gens du coup vont louer un service, vont mettre des petites pièces là, des petits billets jusqu'à 20 pour faire laver leurs vêtements. Et là, c'est hyper intéressant parce que toi, en tant que propriétaire de la machine, des machines à laver, ton but, c'est pas que les machines à laver s'usent très très vite et d'en racheter. Ça te ferait chier, ça coûterait de l'argent. Donc ton but, c'est qu'elles durent longtemps. Et donc tu vas faire en sorte que les produits durent longtemps. Elles sont en général très vieilles, les machines qu'on trouve dans ce genre d'endroit. Et voilà, et du coup, tu vois, ça, c'est le type de modèle économique qui est intéressant. Donc, mesurer la valeur, nouveau modèle économique, donc moins de volume, moins de marketing agressif, etc. Et puis, troisième porte, qui est la gouvernance. Et là, c'est hyper important. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que vraiment je regarde en premier chez une boîte, c'est à qui appartient la boîte. Ouais. On a reçu il y a quelques épisodes Marion Graffly justement, voilà. de Télécope, donc une super entreprise qui propose des forfaits sobres, et elle nous parlait du fait d'être une coopérative et que ça change tout. J'imagine que c'est vers là que vous bah carrément. Et d'ailleurs, c'est très cool que tu l'aies reçu, et je donne un cours à HEC, donc ça les décoiffe pas mal là-bas, sur l'anticapitalisme et la décroissance. Oula, oui. Et je fais intervenir en effet Marion, parce que les coopératives, justement, cet aspect de la gouvernance, c'est vers ce type de modèle qu'il faut aller. Pourquoi ? Parce que en fait, le problème des grosses entreprises, etc., c'est que, je le disais tout à l'heure, elles appartiennent à des fonds de pension, etc., donc à des actionnaires qui veulent de la rentabilité. Moi, ce qui m'a un peu déprimé, parce que j'ai conseillé pendant 5 ans des dirigeants, parfois je rencontrais des directrices RSE qui me disaient écoute, moi, sur ta décroissance, je suis d'accord. Hein, le constat écologique, je suis d'accord. Socialement, je suis d'accord. Voilà, ma fille me fait chier là-dessus. Bon, voilà, mais elle me disait moi, j'ai aucun choix. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une plus grande rentabilité. Et ça rend impossible le fait de faire des choix écologiques ou sociaux. Là où les coopératives, en fait, ce qui est fou, c'est que l'entreprise appartient aux salariés. Donc, ces salariés, leur but, ça va pas forcément être de faire le plus d'argent possible. Ça va être de faire en sorte que l'environnement de là où ils habitent soit bien conservé. Ça va être de faire en sorte que leurs conditions de travail soient bonnes, etc. Et donc, d'être rentable quand même. Et d'être rentable, bien sûr. Être rentable. Et d'être rentable. Mais en tout cas, ils vont pas être dans une recherche de croissance à tout prix. C'est pas le but. Et le super exemple, c'est Duralex, récemment. Qui est l'entreprise qui fait les petits verres de cantine. Là, je sais pas si tu as suivi un peu. Où il y a les numéros au fond avec lesquels on jouait, c'est ça, à l'école, avoir son âge. Ouais. Et du coup, Duralex en gros, ils produisent toujours ces verres-là. Et en gros, c'est l'entreprise qui était du coup très capitaliste, qui appartenait à des investisseurs et tout. Et comme ils ont trop cherché la rentabilité, ça a mis à mal le modèle économique. Et pour ça, et d'autres raisons, comme la flambée des prix de l'énergie et tout, ça a commencé un peu à se péter, à tomber, cette entreprise. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a été sauvée non pas par des investisseurs, non pas par l'État, mais par les salariés qui directement en ont fait une coopérative ouvrière. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise appartient dorénavant aux salariés. Et en fait, qui vote pour ce qui est fait dans l'entreprise ? C'est les salariés directement. C'est une scope. C'est une scope, ouais. Et ça que moi je trouve génial en fait par rapport aux entreprises capitalistes, c'est qu'en fait ce sont les travailleurs, donc les gens qui produisent les choses, qui choisissent de la manière dont les choses sont faites. C'est ça qui change tout. On a commencé à parler des mesures politiques à mettre en place pour parvenir à la décroissance. On a parlé du municipalisme. Est-ce que il y a d'autres mesures pour faire advenir cette décroissance ? J'aimerais bien qu'on parle peut-être de la réduction du temps de travail, semaine à 4 jours, peut-être pourquoi pas à 3, 2. Est-ce que c'est une mesure, la réduction du temps de travail, pour faire advenir la décroissance ? Alors c'est une mesure qui fonctionne bien avec, et je me souviens pendant les manifs sur les retraites, il y avait beaucoup de slogans type
travailler moins, vivre mieux, etc. Mais de fait, en fait, il y a l'idée que d'une certaine manière, le fait qu'on doit réduire la production, etc. Et l'idée qu'il y a aussi beaucoup de bullshit jobs, donc des jobs qui ne servent pas à grand-chose. Je pense que pas mal d'auditeurs se posent parfois la question de pourquoi ils se lèvent le matin. Bon. Donc il y a plein de trucs qu'on peut couper, donc on peut réduire de fait le temps de travail, même si je le dis, attention, dans certains secteurs comme l'agriculture, si on veut avoir moins de pesticides, il faut plus de gens. Il faut plus de gens. Il faut plus de gens. Donc il y aura une réduction de temps de travail. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que typiquement, travailler dans une coopérative où toi, personnellement, tu participes à la décision, tu votes sur les choses, etc. C'est pas la même chose que répondre à un petit chef pour qui tu travailles, etc. Et qui, en fait, garde la majorité de la valeur et te file un petit bout, quoi. Donc voilà, c'est un autre rapport au travail. Et peut-être en termes de grosses mesures, à part ça, on pourra en parler. Pour moi, c'est la question du protectionnisme. Dont on ne parle pas tant que ça, mais qui pour moi est indissociable de la décroissance. C'est-à-dire, en quelques mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on le disait tout à l'heure, tu m'as posé une bonne question, tu m'as dit, est-ce qu'il y a des entreprises décroissantes ? Alors, il y en a certaines qui vont un peu vers ça, des coopératives, mais globalement, si toi, tu es une entreprise lambda et tu veux aller vers la décroissance, donc tu dis tout ce que je t'ai raconté, tu l'appliques, la compta multicapitaux, tu arrêtes de faire du marketing agressif, etc., a priori, tu vas couler. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, malheureusement, on est dans un modèle de concurrence internationale où il y a ce qu'on appelle la primovice. Primovice, c'est quoi ? C'est l'entreprise la plus vicieuse, donc celle qui va payer le moins ses salariés possible, celle qui va utiliser les produits environnementaux les plus dégueux mais qui ne coûtent pas cher, qui aura le meilleur prix et qui va emporter la concurrence. Exemple, Shein, je ne sais pas comment on dit, l'entreprise de fringues. Chine, oui. Oui. Qui explose. D'ailleurs, avec les Amis de la Terre, dont je fais partie, on a fait une action pour avoir une loi contre ça, mais qui, en gros, explose les compteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent vendre des conneries à 5 €. Pourquoi ? Parce qu'il y a une primovice. Voilà, ils ont fait travailler des gens dans des conditions horribles en Asie. Ils ont des trucs ultra polluants qui durent 2 jours et qui vont finir de détruire notre planète. Mais primovice. Et donc, en fait, si on dit aux entreprises en France, écoutez les gars, maintenant il faut que vous utilisiez, qu'il y ait une norme sociale, environnementale, ça vous coûtera plus cher, mais il faut le faire. C'est impossible de les mettre en concurrence avec ces gens-là. C'est juste impossible. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a des agriculteurs en France ? On leur a dit, bon, on passe au bio, on fait plus de local, de circuits courts. Très bien. Sauf que leurs produits à eux, ils sont en concurrence avec des produits du monde entier qui sont fabriqués dans des conditions dégueulasses. Qui ne doivent pas suivre ces normes. Qui ne suivent pas ces normes, qui coûtent pas cher. Et donc il y a une hypocrisie énorme, tu vois, de dire aux gens... et c'est une sorte de trahison pour moi des agriculteurs. On leur dit faites mieux écologiquement et socialement, mais on ne les protège pas. Et donc moi, le protectionnisme, ce que ça veut dire le protectionnisme, ça veut dire qu'aux frontières de la France ou de l'Europe, tu mets une barrière. Tu mets une barrière douanière et tu dis bon, maintenant c'est très simple. Nous, au niveau européen, on a mis ce bouclier. On a mis des règles sociales et environnementales que les gens chez nous doivent suivre. Et donc si vous, entreprise étrangère, vendez des produits chez nous en Europe, ça doit respecter les normes. Et donc moi, le protectionnisme est en fait la condition même de la décroissance. C'est-à-dire que tant qu'on est en concurrence mondiale, etc., on n'avancera pas. Gabriel, il y a quand même des critiques, diverses critiques qui sont émises à l'encontre de la décroissance. Il y en a beaucoup. Est-ce que on peut dire que tout de même la décroissance est synonyme de renoncement dans sa vie de tous les jours, et c'est peut-être ça qui fait peur aux gens, l'idée de moi j'ai pas forcément énormément de moyens, et bien mes quelques trucs que j'ai, mes quelques plaisirs, je vais devoir y renoncer. Est-ce que cette critique est entendable ? C'est une critique que j'entends souvent, il y a plusieurs réponses à ça. La première, peut-être un biais qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que quand on parle d'écologie aujourd'hui, quand les entreprises, les grandes entreprises, le gouvernement parlent d'écologie, ils mettent en avant ce qu'on appelle beaucoup les petits gestes. C'est quoi les petits gestes ? C'est le fait de, toi, être exemplaire, faire pipi sous la douche, avoir sa gourde. Une gourde ouais, très important. Vous voyez, c'est essayer de moins prendre l'avion, etc., privilégier le train, etc. Sauf que ça, c'est un énorme problème, je trouve, parce que ça culpabilise les individus. Ça veut dire on dit aux gens, c'est toi le problème. C'est toi là qui achètes des gros pots de Nutella, qui est le problème, etc. Alors que fondamentalement, le problème n'est pas au niveau des individus. C'est-à-dire pourquoi les gens, par exemple, ils prennent l'avion plutôt que le train pour aller, j'en sais rien, moi, à Budapest. Et parce que l'avion est beaucoup, beaucoup moins cher. C'est pour ça. Et moi, jamais de ma vie, tu me verras dire à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, tu fais chier à pas prendre le train. Hein. Donc en fait, la question n'est pas au niveau des individus, elle est au niveau du politique. C'est-à-dire que politiquement, il faut mettre en place un protectionnisme, il faut taxer le haut patrimoine, etc. Du coup, première réponse... en gros, la décroissance va concerner le modèle économique avant toi-même, c'est sûr. Deuxième chose, la décroissance prospère, et c'est pour ça que moi, c'est une maxime un proverbe que j'ai repris d'un gars qui s'appelle Chico Mendes, qui était un syndicaliste brésilien.
qui disait l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, mettre une politique écolo sans avoir de la répartition des richesses, c'est une erreur fondamentale. Et là, on peut revenir sur, moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps, sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est ça. C'est-à-dire que l'État se dit, bon, tiens, je vais mettre une taxe carbone. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas taxer un peu plus cher l'essence, ce qui, en gros, découragera le fait d'utiliser autant d'essence. Voilà. Donc, d'un point de vue écologique, pour le climat, tu te dis, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Sauf que ça va toucher qui, cette mesure? Ça va toucher en priorité des gens qui sont... qui n'ont pas tant de moyens, qui peuvent être même précaires, et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin tel que le territoire est construit. Et donc ces gens-là, t'imagines l'image de l'écologie qu'ils ont? Ils ont, putain, l'écologie, c'est un truc punitif qui tape en priorité ceux qui ont le moins. Et ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on va... C'est pas possible qu'on fait. Tu commences par exemple par taxer le kérosène des jets privés. Premier truc. Enfin, je veux dire, c'est là où il y a et malheureusement, en fait, c'est lié un peu à la croissance verte, au capitalisme. L'idée, c'est de dire... On va faire de l'écologie, mais sans remettre en cause les privilèges des plus riches. En gros, c'est ça. Et ça, c'est foncer dans le mur, social et environnemental. Et donc, la décroissance, je le disais, ça ne concerne pas vraiment les individus, mais davantage des questions de système. C'est-à-dire, il y aura des renoncements, mais qui ne seront pas faits au niveau des individus. Forcément, ça va être fait, par exemple, au niveau de la France. On va se dire, bon, bah voilà, l'aviation, ça pollue énormément. Bah, on va peut-être renoncer à une partie de l'aviation. Et en échange, on va subventionner le train qui sera moins cher pour les gens. J'ai lu un roman récemment qui m'a pas mal passionné, qui s'appelle Paresse pour tous d'Adrien Klein, qui imagine la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle qui prône la semaine de 15 heures et donc la décroissance. J'ai l'impression que ça reste de la fiction, qu'on ne va pas retrouver ça bientôt dans la réalité. On est encore loin qu'un parti ou qu'un candidat à la présidentielle s'empare de cette thématique, parce que même le parti écolo, les partis de gauche ont du mal à prononcer ce mot décroissance. Est-ce qu'on est encore loin de... On est encore assez loin, tu l'as dit, parce qu'en fait, la décroissance a un peu mauvaise presse, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu l'épouvantail, en mode « oh là là, on ne va pas aller vers ça ». Après, les écologistes, en 2022, il y avait une primaire interne et un des candidats avait porté la décroissance d'ailleurs. C'est Delphine Batho, c'est ça, oui. Ouais, qui n'était pas sorti. Et je pense qu'il y a des discussions au sein du parti aujourd'hui, c'est pas clair. Et moi, je pense qu'en effet, par exemple, j'avais écrit un papier pour La Croix sur l'élection de 2022 des écolos où Jadot s'était présenté, dans mon souvenir. Attends, je confonds avec 2017, non, c'est 2020. Non, c'est 2022, il y avait Jadot. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, il a fait un score ridicule et une bonne partie des écolos ont préféré voter LFI. Voilà. Pourquoi? Et parce que justement, il avait un programme sur l'écologie qui était à peu près comparable à celui de LFI, mais peut-être un peu moins bien même. Mais au niveau social, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et ça, c'est impensable. C'est-à-dire que pour moi, l'écologie, si elle veut monter en tant que parti, doit s'atteler vraiment à la décroissance et doit, en gros, se battre sur la bataille des mots. C'est-à-dire, les gens me disent souvent, mais Gabriel... vas-y, parle de sobriété. Pourquoi tu nous prends avec la décroissance, sobriété? Ça fait moins peur, c'est mieux. Bon. Et j'ai choisi de garder décroissance parce que c'est un des rares termes qui n'est pas reprenable. Ça veut dire la sobriété, c'est un terme qui veut dire décroissance avant. Aujourd'hui, ça veut dire développement durable, ça veut dire croissance verte. Et je pense que la décroissance et dire décroissance prospère, c'est dire aux gens, écoutez, on vous propose un vrai changement, pour de vrai. Et on considère que ça va être prospère, c'est quelque chose qui va être heureux. Donc je pense que politiquement, on n'y est pas encore. Après, moi, j'ai deux plans, quoi. En fait, soit un parti s'en saisit, on arrive à le pousser dans le débat public, et c'est top. Soit, et malheureusement, moi, je suis parfois un peu pessimiste, je me dis, c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va avoir des choses un peu comme le Covid, on va avoir des ruptures d'approvisionnement, on va avoir des récessions, donc je le disais, des décroissances subies, donc une baisse du PIB, ça va foutre le bordel dans les retraites, ça fout le bordel dans la santé, ça fout le bordel pour les petites entreprises. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être des gens qui vont se dire, bon, venez, on réfléchit en fait à comment ça fonctionnerait sans croissance notre monde. Voilà. Oui, dans les moments de crise, c'est moi, là où j'aimerais bien. Au pied du mur, c'est là qu'on réfléchit. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on le fasse avant. C'est pour ça que j'essaie d'en parler. Et bon, de toute façon, on va devoir attendre de se prendre le mur un peu, quoi. Bon, je pense qu'on a bien décrypté, compris ce qui se cachait derrière ce terme de décroissance qui peut parfois faire peur. C'est la question traditionnelle de cette émission. Une minute pour essayer de convaincre de la pertinence de la décroissance pour une société plus désirable. En une minute. Très bien. Je pense qu'on peut revenir sur le concept de décroissance prospère. Vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, en plus, ce qui est rigolo, c'est que les gens se disent que c'est un oxymore. On peut avoir une croissance et une prospérité en même temps. Et l'idée, à travers l'exposé que je vous ai montré, si vous vous renseignez un peu, c'est que
la décroissance, j'espère que vous l'avez compris aujourd'hui, c'est une obligation environnementale. Il n'y a pas de question. C'est une obligation environnementale, mais ce que nous, on trouve cool et ce qu'on met beaucoup en avant dans mon asso Alter Capitae, c'est que c'est quelque chose en plus de désirable. C'est assez incroyable. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui sont là-dedans, enfin en tout cas ceux qui peuvent se permettre de le faire, qui se disent c'est trop bien, comment on réinvente un monde en commun, comment on va vers plus de solidarité, comment on va vers plus de respect de la nature, comment, comme le fait Klein dans son bouquin, on va vers, vers le fait que la paresse, le fait de se reposer, etc. C'est quelque chose de beau aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu leur dis, bon, en fait, tu vas plus bosser 50 heures par semaine pour te payer des hôtels ultra loin en avion, tu vas travailler moins, mais tu auras plus de temps pour voir tes amis, ta famille, tes enfants, tu auras plus de temps pour boire des bières, te balader dans la nature. Je pense que c'est un discours qui peut être assez désirable, surtout dans un monde où on est sur tout le temps... notamment les Parisiens, sursollicités en permanence, quoi. Ouais, Désirable, qui est d'ailleurs le nom de ce podcast. Oui. Donc, on est dans le thème. Franchement, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé en commentaire. Quel est votre regard sur ce thème? Est-ce que cette émission vous a peut-être fait changer d'avis? En tout cas, moi, je vous dis à très vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission et merci beaucoup, Gabriel, d'être venu. Merci encore Théo, c'était très sympa.